La guerre en Ukraine a fondamentalement changé la façon dont les guerres sont menées. Des innovations comme la surveillance omniprésente, des essaims de drones longue portée attaquant des cibles en profondeur à l'arrière, le ciblage assisté par l'IA et les drones kamikazes FPV. Transformer de vastes zones à l'avant en zones de destruction a forcé les armées du monde entier à adapter leur doctrine, leur stratégie et leur équipement dans ce processus. De nombreux systèmes d'armes autrefois vantés ont été relégués à la poubelle de l'histoire, en particulier du côté russe. Le dernier en date est l'un des véhicules les plus rares, les plus coûteux et les plus lourdement blindés de la Russie, le transport de troupes blindées lourds BMOT. Selon certains rapports, l'Ukraine a provoqué l'extinction de ce véhicule unique en son genre, au grand désarroi du président Vladimir Poutine. Voici ce qui rend, ou plutôt rendait, le BMOT spécial, et comment l'Ukraine a mis fin brutalement à son service. À bien des égards, le BMOT est un véhicule unique dans la guerre moderne. C'est essentiellement un véhicule russe lourdement blindé lance-flammes, spécialement conçu pour transporter et soutenir des équipes de roquettes thermobariques, qui sont euphémiquement classées comme lance-flammes dans l'armée russe. Bien que plusieurs véhicules blindés occidentaux offrent une protection et des fonctionnalités comparables, voire supérieures, aucune armée occidentale n'a encore mis en service un véhicule blindé conçu spécifiquement pour des opérations basées sur les armes thermobariques. Cela s'explique surtout par des différences de doctrine militaire entre la Russie et l'OTAN. La doctrine militaire russe intègre les armes thermobariques comme un élément central de sa stratégie, en particulier dans les scénarios de combat urbains, et pour percer des positions fortifiées. La Russie part souvent du principe, à juste titre, qu'elle disposera d'une supériorité aérienne limitée, ce qui fait des systèmes thermobariques terrestres une alternative essentielle pour délivrer une puissance explosive massive. En revanche, les États-Unis et d'autres membres de l'OTAN ont largement utilisé les versions précédentes des armes incendiaires, comme les lance-flammes traditionnelles pendant la Seconde Guerre mondiale, et les bombes au napalm au Vietnam. De nos jours, ils considèrent les armes thermobariques comme des outils de niche plutôt que comme des atouts essentiels. Les armes thermobariques combinent les effets destructeurs de la combustion du carburant et de la pression de l'air. Lorsqu'une arme thermobarique atteint sa cible, elle disperse un nuage d'aérosol inflammable qui se répand rapidement sur une vaste zone. Ensuite, une seconde charge enflamme l'aérosol, créant un grand nuage de flammes qui brûle rapidement tout sur son passage. Dans le rayon de l'explosion, cette combustion locale rapide force l'air environnant à se précipiter vers la zone d'impact, créant une vague de pression dévastatrice qui peut démolir des structures entières et incinérer toutes les personnes à l'intérieur. Alors que l'OTAN et la Russie possédant toutes deux des capacités thermobariques, la Russie les utilise comme armes aériennes, de déni d'accès et de guerre psychologique dans des scénarios urbains et défensifs. Les armées occidentales les utilisent généralement de façon plus sélective et précise. Les États-Unis utilisent principalement des armes thermobariques, comme la bombe larguée Blue 82 Daisy Cutter ou les missiles Hellfire thermobariques, pour des frappes de précision sur des cibles spécifiques, telles que des grottes ou des points d'appui isolés, où leur onde de pression est la plus efficace. La Russie, en revanche, dispose de formations dédiées aux armes incendiaires, selon un rapport de 2021 du Bureau des études militaires étrangères de l'armée américaine. La Russie dispose de groupes et de sections thermobariques au sein des compagnies nucléaires, biologiques et chimiques de ses brigades de manœuvre. Cependant, les unités thermobariques de la taille d'une compagnie sont limitées aux bataillons de lance-flammes dans les régiments de défense NBC des armées interarmes, des armées blindées et des corps d'armée. Un bataillon russe, typique de lance-flammes, se compose de 2 compagnies de lance-flammes légers portatifs et d'une compagnie de lance-flammes lourds montées sur véhicules. Et c'est précisément l'infanterie équipée de lance-flammes portatifs que le BMOT a été conçu pour protéger. BMOT, c'était l'abréviation de Boyevaya Machina Ogniem Yochikov Diazeli, ce qui se traduit par véhicule de combat lance-flammes lourd. Comme tant d'autres plateformes russes, il est construit sur le châssis du char de combat principal, T-72B. À la fin des années 90, la Fédération de Russie nouvellement formée avait du mal à renouveler son armée vieillissante, tout en essayant de se remettre de la crise économique provoquée par la chute de l'Union soviétique et la thérapie de choc économique qui a suivi. Elle avait besoin de nouveaux véhicules capables de remplir des rôles de combat spécialisés au coût le plus bas possible, ainsi qu'un transport de troupes lourdement blindées pour transporter et soutenir des troupes lance-flammes spécialisées. Sur le champ de bataille, cela devint l'une des priorités. Créer un véhicule totalement nouveau pour un rôle aussi précis était impossible pour un pays sans argent, et rongé par la corruption.
Ils se sont donc tournés vers le vieux cheval de bataille, le T-72B. Environ 18 000 T-72 de différents types ont été construits depuis les années 1970. La plupart étant de la variante améliorée, T-72B, introduite dans les années 1980. Il y avait donc de nombreux chars rentables mais perfectibles, dont beaucoup déjà obsolètes pour le champ de bataille moderne. Il était donc logique d'en adapter certains en véhicules de transport de troupes blindées, ou VTT, puisque la protection blindée offerte par les chars est à peu près la même que celle requise pour les VTT. En fait, le Behemoth n'était pas la première tentative russe de convertir ces tas de chars de combat vieillissants et obsolètes en VTT, bien qu'il se soit avéré nettement plus réussi que son prédécesseur, le BTR-T. C'était une tentative de fabriquer un VTT à partir des importants stocks de chars soviétiques, T-54 et T-55, qui ont constitué l'épine dorsale des blindés soviétiques des années 1950 jusqu'aux années 1970. En retirant la tourelle, en renforçant la protection du châssis et en augmentant sa hauteur, le char pouvait être transformé en un VTT bon marché, mais correctement protégé, capable de transporter 5 fantassins débarqués. Du moins, c'était la théorie. Le BTR-T était clairement conçu pour un profil de mission plus diversifié que le BMOT, contrairement à ce dernier qui, comme nous le verrons bientôt, est faiblement armé. Le premier disposait d'une plus grande variété d'armements, comprenant un canon automatique 2A42 et un système de missiles anti-chars guidés Concours. Cependant, en raison de nombreux défauts de conception, comme une faible capacité de débarquement, un intérieur exigu et une protection insuffisante, le BTR-T n'a pas été approuvé pour la production en série et a été discrètement abandonné. Néanmoins, les expérimentations avec un nouveau véhicule de transport de troupes plus adapté à des missions spécifiques, basé sur le T-72B, se sont poursuivies et, au début des années 2000, le premier BMOT est entré en service. L'objectif principal du véhicule est le transport des troupes lance-flammes et de leurs armes thermobariques portées à l'épaule. En conséquence, les adaptations du char T-72B ont été principalement effectuées sur le dessus et les côtés du véhicule, avec une grande partie du châssis d'origine, du moteur, de la transmission et des trains de roulement, laissés en grande partie inchangés. Le résultat est un véhicule de près de 7,3 mètres de long, 3,8 mètres de large et 2,25 mètres de haut, pesant un peu moins de 44 tonnes. Il transporte un équipage de 2 personnes, plus jusqu'à 7 fantassins, et serait apparemment propulsé par le même moteur V84M, moteur diesel à 4 temps, en V, 12 cylindres multicarburants et refroidi par liquide utilisé dans le T-72B d'origine. Combiné à la transmission à 8 vitesses du T-72B, ce moteur permet aux 60 km/h sur route et près de 40 km/h en tout terrain. Cependant, la réutilisation de la transmission douteuse du T-72 signifie également que le BMOT souffre de la même mauvaise vitesse de marche arrière qui a affecté le char pendant des décennies. Mais alors que le BMOT n'a reçu que des modifications mineures sous le capot, des modifications substantielles ont été apportées au-dessus pour accueillir les 7 fantassins et leurs armes. Par exemple, certains composants internes, tels que les réservoirs de carburant, ont été déplacés vers le haut des flancs du véhicule, entre le compartiment de l'équipage et le blindage latéral. 2 trappes supplémentaires partiellement protégées ont été ajoutées pour offrir des positions de tir aux passagers, ainsi que des dispositifs de vision supplémentaires intégrés de chaque côté du toit afin de fournir un minimum de conscience de la situation. Il y a également des trappes blindées à l'arrière du toit, qui peuvent être relevées vers le haut, pour faciliter l'embarquement et le débarquement à l'arrière du véhicule. Des caissons de rangement ont aussi été installés de chaque côté du châssis. Outre l'espace de rangement, ces caissons réduisent aussi partiellement la vulnérabilité des soldats lors de l'embarquement ou du débarquement. En raison du fait que le BMOT conserve le compartiment moteur d'origine du T-72, les passagers devaient descendre du véhicule en passant par le capot moteur, s'exposant ainsi lors du débarquement. Les caissons supplémentaires offrent un certain niveau de protection, avec un marchepied à ressort intégré tout à l'arrière, ce qui rend la montée et la descente par l'arrière du véhicule un peu moins dangereuse et moins pénible. Cette caractéristique est probablement très appréciée par les fantassins transportés, étant donné la puissance de feu très limitée dont dispose le BMOT lui-même. La Russie semble avoir opté pour des armements plus légers, afin de dégager de l'espace pour transporter davantage de troupes et leurs armes.
mais il semble étonnamment mal armé comparé à la plupart de ses concurrents. Ces détails sur l'arme invincible de la Russie illustrent le type d'analyse que vous trouverez dans toutes nos vidéos sur The Military Show. Si c'est important pour vous de connaître la véritable histoire derrière les gros titres, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Vous ne le regretterez pas. Le manque d'armement du BMOT parle de lui-même. L'armement principal du véhicule, ou pour être plus précis, son seul armement intégré, est une mitrailleuse lourde LSV 127 mm UTIOS, ou Cliff, tirant son nom dès les initiales des noms de famille des trois concepteurs, Nikitin, Sokolov et Volkov. Le LSV a été déployé pour la première fois lors de l'invasion soviétique de l'Afghanistan à la fin des années 70. Là-bas, il s'est avéré assez fiable et efficace contre l'infanterie, ainsi que contre les véhicules légèrement blindés grâce à sa capacité à tirer des obus perforants et des obus à fragmentation. Plus tard, les Russes ont développé une variante spécialement conçue pour être utilisée sur les véhicules blindés, la NSVT. Celle-ci a été installée sur pratiquement tous les chars de combat principaux soviétiques, les transports de troupes blindées et l'artillerie automotrice, y compris le T-72B. Il n'était donc pas très logique de la remplacer par quelque chose de nouveau. Sur le BMOT, le commandant utilise la NSVT en ouvrant la trappe de sa coupole et en se tenant debout sur le bord de son siège pour atteindre les commandes de la mitrailleuse. Ce n'est pas une configuration idéale, mais la mitrailleuse peut pivoter indépendamment de la coupole du commandant. Mais le mécanisme de rotation est manuel, ce qui signifie que cela peut être un vrai cauchemar à utiliser lorsque le véhicule est en pente. Au départ, le BMOT devait être équipé de commandes à distance pour utiliser la NSVT depuis l'intérieur du véhicule. Cependant, cette fonctionnalité a été abandonnée sur le véhicule de série, probablement pour des raisons budgétaires. Maintenant, la NSVT est plus ou moins efficace. Mitrailleuse lourde capable de tirer 7 à 800 coups par minute, avec une portée d'engagement maximale de 2000 mètres au sol et de 1500 mètres dans les airs respectivement. Mais elle ne peut pas traiter des cibles à blindage épais, comme les véhicules blindés lourds, les véhicules de combat d'infanterie ou les chars. En dehors des lance-flammes portés à l'épaule par les fantassins passagers, le BMOT ne dispose d'aucune autre arme offensive. L'ajout de la mitrailleuse lourde KPVT de 14 mm des canons automatiques, 2 à 42 ou 2 à 72 de 30 mm de lance-grenades automatiques, coaxiaux ou de missiles anti-chars guidés, concure augmenterait le poids et compliquerait la conception. Mais il renforcerait aussi la mission du BMOT, qui vise à amener l'infanterie d'assaut au plus près de l'ennemi, tout en assurant soutien et protection contre des menaces plus lourdes. Le RPO HMEL, qui se traduit par bourdon, porté par ses fantassins, est bien sûr une arme offensive redoutable en soi et peut être utilisée pour défendre le véhicule. Mais il y a de sérieuses limites. Développée dans les années 1970 et mise en service à la fin des années 1980, c'est un moyen beaucoup plus léger, plus sûr et plus efficace de projeter des flammes sur les positions ennemies que les lance-flammes conventionnelles LPO-50 qui l'a remplacé. L'arme de calibre 93 mm offre un rayon d'explosion de 50 mètres en espace ouvert et de 80 mètres en espace clos, avec une portée efficace de plus de 400 mètres. Cependant, en raison du souffle arrière de la roquette et de l'absence de meurtrière dans le véhicule, il n'est pas possible de tirer le RPO depuis l'intérieur du BMOT sans brûler vif l'équipage et les passagers. Ainsi, les soldats lance-flammes doivent soit s'exposer complètement en débarquant, soit s'exposer partiellement en sortant par les trappes supérieures pour engager les cibles avec leurs roquettes RPO. Mais bien qu'ils soient peut-être extrêmement limités en capacités offensives, comme mentionné au début de la vidéo, en ce qui concerne les capacités défensives. Le BMOT était censé être aussi lourdement blindé, et donc aussi résistant que possible. L'avant du véhicule est équipé de blindage réactif explosif contact fait, ou bloc ERA, fixé sur le châssis, y compris sur la trappe du conducteur. Le blindage réactif explosif fonctionne en déclenchant une explosion localisée au point d'impact d'une ogive entrante, ce qui projette une plaque de rupture qui soit réduit la capacité de pénétration de l'ogive, soit l'annule complètement. Le contact V, bien qu'un peu dépassé selon les normes actuelles, était très vanté par les soviétiques, qui affirmaient qu'il était efficace contre les pénétrateurs à énergie cinétique tels que les obus perforants à sabots détachables stabilisés par ailettes, ou OFL. L'ajout de blocs de blindage réactif explosif à l'avant du BMOT était censé améliorer sa survivabilité face à des menaces anti-chars plus modernes comme les drones kamikazes.
Mais comme l'a prouvé l'Ukraine, cela ne s'est pas exactement passé ainsi. Les différentes couches de blindage, y compris le blindage espacé, les blocs doublés de caoutchouc et une doublure intérieure en caoutchouc anti-éclat, ajoutés sur les côtés, semblent avoir un effet tout aussi faible. Mais ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses failles de conception qui affectent ce véhicule quelque peu exotique. Comme mentionné précédemment, entrer et sortir du BMOT peut être une expérience délicate, mais pas mortelle, pour l'infanterie. Pour monter ou descendre du véhicule, les passagers doivent grimper sur le bloc moteur et passer par une série de trappes blindées, situées à l'arrière du compartiment passager. En plus d'être plutôt inconfortable, cette méthode expose les fantassins au feu ennemi lorsqu'ils marchent sur le moteur. De plus, il n'y a pas de solution simple à ce problème. Pour y remédier, il faudrait déplacer le bloc moteur afin de relier le compartiment d'infanterie à l'arrière du véhicule. Cela permettrait l'installation d'un système d'entrée et de sortie mieux protégé. Il en va de même pour la résolution des problèmes d'armement offensif insuffisant et l'absence de commande à distance pour la mitrailleuse, obligeant le commandant à quitter son poste protégé et à s'exposer à mi-corps. Pour utiliser la NSVT, une refonte majeure, voire un véhicule entièrement nouveau, serait nécessaire pour résoudre efficacement ces problèmes. C'est peut-être pour cela que si peu de BMOT ont jamais vu le jour, permettant à l'Ukraine de les condamner à l'extinction. Seulement 10 à 15 ont été signalés comme étant entrés en service actif, et combien sont encore opérationnels reste une question ouverte. Il est certain que bien que les contraintes financières aient été l'un des principaux facteurs ayant motivé la conception du BMOT dans les années 1990, la Russie dispose aujourd'hui de ressources bien plus importantes. Ainsi, le coût du BMOT ne semble pas être le problème. Avec un coût estimé entre 300 000 et 500 000 $ chacun, ils sont certainement loin d'être bon marché. Comparé à la plupart des autres blindés russes modernes, c'est une vraie aubaine. Les deux principaux chars de combat russes en Ukraine, le T-90 Embraer et le T-72 B3 modernisé, coûtent respectivement environ 4 à 5 millions de dollars et 2 à 3 millions de dollars chacun. Son principal véhicule de combat d'infanterie, le BMP-3 se vend entre 1 et 3 millions de dollars selon la variante, et ses véhicules blindés de transport de troupes les plus modernes, le BTR-82A et le BTR-90, coûtent chacun environ 1,4 à 1,5 millions de dollars. Le coût du BMOT est dans la même fourchette que celui des véhicules plus anciens et remis à neuf, comme le BTR-80 et le BMP-2, qui se vendent généralement autour de 400 000 $ en moyenne. Mais comme toutes les plateformes citées, et la plupart des technologies militaires russes, peu importe leur coût, elles tombent quand même victimes des défenses ukrainiennes modernes, et en particulier des drones. La destruction d'au moins 3 BMOT par l'Ukraine a été confirmée, avec des preuves vidéo et photographiques. Au moins un de plus, voire deux, ont été capturés par les forces ukrainiennes et intégrés dans l'armée pour une utilisation ukrainienne. Le premier aurait été détruit le 12 avril 2022 dans la région de Tchernihiv, le deuxième le 7 août 2022 dans une partie inconnue de l'Ukraine, et le troisième le 14 septembre 2022 dans la région de Kharkiv. Plus tard, le 18 juin 2023, une image est apparue montrant un BMOT capturé mis en service par l'Ukraine. Bien qu'il ne soit pas clair s'il s'agit de l'un des véhicules précédemment détruits, qui a été remis en état, ou d'un nouvel engin fraîchement capturé. Un mois plus tard, une vidéo a montré un BMOT ukrainien remorquant un char. Bien que, là encore, il ne soit pas clair s'il s'agissait du même véhicule capturé que dans les images précédentes, ou d'un nouveau. Selon l'analyste militaire ukrainien Oleksandr Kovalenko, c'est la dernière fois que le BMOT capturé est apparu dans des images accessibles au public, des informations non vérifiées, suggérant qu'au moins 2 ont été capturés et 5 autres détruits depuis 2022. Selon lui, d'après les informations disponibles, ces pertes signifient que la Russie ne dispose plus que d'un seul BMOT opérationnel au maximum, voire plus aucun en service. Il conclut qu'en réalité, le BMOT peut être considéré comme un type d'équipement russe éteint, durant la période de la guerre à grande échelle en Ukraine. Cependant, selon une logique arithmétique simple, il est sans doute trop tôt pour conclure ainsi. Si 10 à 15 ont été mis en service, et que seulement 3 ou 4 ont été confirmés comme détruits ou capturés, il devrait en rester entre 7 et 12 encore en circulation. Même si l'on accepte l'information non vérifiée selon laquelle 7 ont été retirés du service de façon permanente, 5 détruits et 2 capturés, il en resterait tout de même entre 3 et 8. Peut-être que Kovalenko détient des informations non partagées, ou que les mathématiques ne sont pas son point fort, ou alors
Il s'agit simplement de propagande rassurante. Mais quoi qu'il en soit, il ne serait pas surprenant d'apprendre que le commandement russe a décidé de retirer les stocks de BMOT, qu'il lui reste encore des lignes de front, rendant ainsi le BMOT pratiquement éteint dans le contexte ukrainien. Le taux énorme d'attrition causé par les drones et l'artillerie ukrainien a fait que la Russie est devenue beaucoup plus réticente à engager ce qui reste de ses stocks de blindés fortement réduits au combat au cours de l'année écoulée, tout comme l'Ukraine. De plus, l'effort principal de ses forces thermobariques semble s'être déplacé de façon décisive vers ses systèmes lance-flammes lourds automoteurs, et s'éloigne de l'infanterie équipée de lance-flammes portatifs que le BMOT était conçu pour transporter. En effet, la Russie a fait un usage prodigieux des véhicules lance-flammes lourds, TOS-1A, Solntsepyok, qui se traduit par coup de soleil, et TOS-2 Tozochka tout au long de la guerre. À ce jour, le TOS-1A est également un système à chenilles, construit sur un châssis de T-72B, et peut lancer 24 roquettes thermobariques en même temps, avec une portée effective d'environ 6 km. Le TOS-2 est un véhicule à roues basé sur le camion Oural 63706 avec une configuration 6-6 et peut tirer 18 missiles en même temps, apparemment avec une portée supérieure à celle du TOS-1A. Un nouveau système, le TOS-3 Dracon, a été dévoilé en 2024 et aurait également potentiellement été mis en service. Avec la capacité de tirer jusqu'à 15 missiles incendiaires ou thermobariques en même temps, ne vous y trompez pas, ce sont des armes redoutables. Lorsqu'une munition thermobarique explose, l'onde de choc se propage le long du sol, rendant impossible de s'en cacher dans une tranchée ou un abri. Surtout que la température à l'épicentre de l'explosion peut dépasser les 3000 degrés Celsius. Cela fait des lance-flammes russes des cibles de choix pour l'Ukraine, qui a connu un succès important en les détruisant. En juillet 2025, l'état-major des forces armées ukrainiennes a annoncé avoir détruit au moins 100 lance-flammes lourds russes, y compris les TOS-1A, TOS-2 et l'ancien TOS-1 Buratino. Cependant, ces chiffres soulèvent des questions, car il n'est pas sûr que tant de systèmes aient été fabriqués, même en les additionnant. Le site indépendant Oryx Spijunko recense au moins 34 TOS-1A détruits et 2 systèmes TOS-2, ce qui, selon certaines estimations, représenterait environ les 3/4 de l'ensemble. Sur les 45 que l'on pense avoir été fabriqués, seuls 24 Buratinos ont réellement été produits, dont un petit nombre a été déployé en Tchétchénie en 1999, et il est douteux que plus d'une poignée de TOS-2 soit entrée en service, dont il est difficile de comprendre comment l'état-major général arrive à ce chiffre. Néanmoins, comme le souligne le site militaire ukrainien Militani, la puissance destructrice de ces armes fait qu'elles restent une cible de priorité absolue pour l'Ukraine. Et si l'Ukraine a réellement réussi à provoquer l'extinction de l'un des principaux composants des forces thermobariques russes, vous n'entendrez pas de plaintes dans les tranchées et abris ukrainiens sur la ligne de front. Nous vous tiendrons informés dès que de nouvelles informations seront disponibles. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Merci de nous avoir regardés.